La Côte d'Ivoire a lancé aujourd'hui sa première opération d'obligation de type islamique de montant de 150 milliards de francs CFA. C'est la première tranche des obligations de ce genre d'une valeur totale de 300 milliards de francs CFA que le pays va réaliser entre 2015 et 2020. Le gouvernement ivoirien solidaire de la République du Mali, 4 jours après l'attentat meurtrier à l'hôtel Radisson de Bamako, une délégation conduite par le Premier ministre Daniel Kablan-Duncan est allée traduire la compassion ivoirienne ce matin à l'ambassadeur du Mali en Côte d'Ivoire. Des chasseurs français ont décollé aujourd'hui du porte-avions français Charles de Gaulle pour des missions au-dessus des zones contrôlées par le groupe État islamique en Irak et en Syrie. Le président français a déclaré ce matin qu'il allait intensifier les frappes contre l'organisation terroriste. Et puis dimanche prochain, les Burkinabés se rendront aux urnes pour élire leur président de la République et leurs députés. Nous irons à Ouagadougou dans ce journal voir les temps forts de la campagne électorale au Faso et le point du processus électoral. Ce sera avec notre envoyé spécial à Ouagadougou, Alexis Ouedraogo. Voilà pour le sommaire. Bonsoir à tous. Bienvenue dans la grande édition. Le Mali a entamé aujourd'hui 3 jours de deuil national, deuil en mémoire des victimes de l'attaque sanglante du Radisson de Bamako. La Côte d'Ivoire est aux côtés du Mali dans cette épreuve douloureuse. Une délégation conduite par le Premier ministre Daniel Kablan-Duncan est allée traduire la compassion du peuple ivoirien ce matin à l'ambassadeur du Mali en Côte d'Ivoire, Sidonie Davila. Son Excellence, M. Alassane Ouattara, président de la République, le gouvernement et le peuple ivoirien sont profondément attristés par le lâche attentat terroriste. Face à cette barbarie sans nom, nous voudrions réitérer nos condoléances les plus attristées aux familles endeuillées, nos vœux de prompt rétablissement aux blessés et assurer le gouvernement et le peuple malien de notre fraternelle solidarité. C'est en ces termes que le gouvernement ivoirien a exprimé toute sa consternation et sa solidarité au peuple frère du Mali devant tant de barbarie. Un message inscrit dans un cahier ouvert à l'occasion et lu par le ministre d'État, Charles Kofi Dibi, ministre des Affaires étrangères. Le Premier ministre, Daniel Kablan-Duncan, et plusieurs membres de son gouvernement, ce lundi dans les locaux de l'ambassade du Mali, déplorent et condamnent une fois encore cet attentat meurtrier. Le drame qui les touche est aussi le nôtre. Le terrorisme a été un élément encore important sur lequel donc l'ensemble de la communauté internationale doit travailler. D'où la nécessité, disons, d'avoir une concertation de plus en plus forte en matière d'abord d'échange des informations, de renseignements d'une part, mais aussi en ce qui concerne les pays en développement, une mutualisation des efforts. La Côte d'Ivoire, aux côtés du Mali, un soutien pour 2 peuples qui partagent à la fois une histoire et une frontière. Je crois que la Côte d'Ivoire a toujours été aux côtés du Mali dans les moments difficiles. Depuis le début de l'histoire commune, je voudrais, au nom du président de la République du Mali, remercier très sincèrement le président Alassane Ouattara et l'ensemble du gouvernement, l'ensemble du peuple ivoirien pour cette solidarité, cette fraternité. Cet attentat terroriste au Mali bouleverse toute l'Afrique et plus particulièrement la CEDEAO. C'est pourquoi la communauté veut désormais faire de la lutte contre le terrorisme une de ses plus grandes priorités. Selon le dernier bilan du gouvernement malien, l'attaque a fait 19 morts, soit 18 clients, dont 14 étrangers, et un gendarme malien, outre 2 assaillants tués. La MINUSMA, de son côté, évoque 22 personnes tuées, dont 2 assaillants. 2 groupes terroristes ont revendiqué la tuerie. Le groupe Al-Mourabitoun et le Front de libération du Massina, groupe du centre du Mali, Christa Diomandé, Abou Sanogo. Après le groupe de Mokta Bel Mokta, qui a réitéré sa revendication le samedi dernier dans un enregistrement sonore en arabe diffusé dimanche soir par la chaîne de télévision Al Jazeera, assurant que les assaillants étaient uniquement au nombre de 2 et laissant entendre qu'ils étaient maliens. C'est au tour du Front de libération du Massina, FLM, un groupe djihadiste au centre du Mali, de revendiquer aussi l'attaque qui a fait 22 morts vendredi dernier à Bamako. Et pour justifier cela, l'un de ses porte-parole, Ali Hamad, affirme que le groupe djihadiste a agi en réaction contre les forces Barkhane qui mènent des opérations contre le Front de libération du Massina et le groupe Ansardine de Iyad Agali avec l'aide de l'armée malienne. Ali Hamad a précisé que le commando comportait 5 membres. 3 sont sortis sains et saufs.
Les enquêtes avancent et elles permettront de débusquer rapidement les auteurs de l'attaque de l'hôtel Radisson Blu. Et il est traduit devant la justice selon le procureur Sidiki Samake. Des images du président congolais Denis Sassou Nguesso. Après une visite privée de 4 jours passée dans la capitale économique ivoirienne, le président Sassou Nguesso est retourné dans son pays, le Congo, ce lundi. Il était accompagné, vous le voyez sur ces images, pour l'occasion par le chef du gouvernement ivoirien Daniel Kablan-Duncan, le ministre d'État, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité et plusieurs membres du gouvernement. Présence également signalée à l'aéroport de l'ambassadeur du Congo en Côte d'Ivoire et d'autres ressortissants congolais. En économie, l'État ivoirien diversifie la base de ses investisseurs. Il a décidé de réaliser sur le marché financier régional une émission d'obligations islamiques pour le financement de ses projets d'investissement au titre de l'année 2015. Cette première opération est d'un montant de 150 milliards de francs CFA pour un rendement de 5,75% l'an sur la période 2015-2020. C'est le début de la mise en œuvre d'un plan quinquennal de 300 milliards convenu avec la Banque islamique de développement. L'éclairage est signé Jean-Jacques Ouaméala. Ce programme a été convenu pour s'exécuter en 2 phases. L'opération conclue ce lundi avec la Banque islamique de développement représente la première phase, montant 150 milliards de francs CFA. La présente cérémonie de lancement de l'émission de titres publics sur le marché sous-régional est le dernier maillon d'une action concertée qui a effectivement démarré avec la constitution d'une équipe projet composée d'experts des ministères auprès du Premier ministre chargé de l'économie et des finances et du budget sous la coordination de l'arrangeur de l'opération SID. Cet emprunt, conforme aux principes de la finance islamique, sera représenté par des titres de créance à partir de 10 000 francs CFA sur lesquels sera observée une marge de profit de 5,75% l'an. La souscription est ouverte donc aux investisseurs institutionnels et aux personnes physiques et morales sans distinction de nationalité ni de religion. Et j'insiste sur cet aspect, sans distinction donc de religion. Cet emprunt constitue un complément substantiel de ressources qui permettra de faire face aux énormes besoins liés à l'ambition de doter la Côte d'Ivoire d'infrastructures modernes et de qualité. L'État de Côte d'Ivoire sollicitera régulièrement le marché des capitaux à l'échelle régionale, mais aussi internationale, puis lever les ressources dans des proportions de plus en plus importantes, mais en tenant dûment compte, premièrement, du profil de la dette publique globale et deuxièmement, de sa soutenabilité. Au-delà de l'objectif financier, l'attente du gouvernement est de mettre en place un dispositif permettant d'assurer non seulement le succès de cette opération, mais également de celles qui interviendront ultérieurement. Et ce bel exemple de transparence donné ce lundi au siège de la Haute Autorité pour la Bonne Gouvernance à Cocody, 20 députés ont déclaré leur patrimoine. En tant que représentants du peuple et relais d'opinion, ces députés veulent servir de modèle à suivre, une manière d'inspirer tous ceux qui sont chargés de gérer des patrimoines ou des fonds publics et privés. Ces députés font partie du réseau des parlementaires africains pour la lutte contre la corruption, section Côte d'Ivoire. Le compte-rendu de Gabriel Zani. La charité bien ordonnée commence par soi-même. Ils ont adopté la loi relative à la déclaration de patrimoine ce lundi. 20 députés se sont rendus au siège de la Haute Autorité pour la Bonne Gouvernance pour déclarer leurs biens. Reçus par des responsables de l'institution, dans cette salle, le processus de déclaration est expliqué aux parlementaires. Nous sommes des députés, nous devions être des modèles. Et c'est en cela que nous venons aussi pour dire que le député, c'est celui-là même qui a la fonction de contrôle de l'action gouvernementale. Donc tout en voulant contrôler l'action gouvernementale, il était de bonne loi que nous venons nous-mêmes d'abord faire l'exigence de la transparence avant de contrôler l'action gouvernementale. Les informations recueillies dans les bureaux de l'institution sont strictement confidentielles, sans risque de fuite. Pour ces députés, membres du réseau des parlementaires africains pour la lutte contre la corruption, se soumettre à cet exercice est la première étape du processus de création de l'Ivoirien nouveau. Pour une action majeure de la haute autorité, nous devons donner l'exemple à la population afin que tout le monde puisse venir déclarer leurs biens. C'est un sens hautement citoyen. Ça devait être notre réflexe constant
aussi tout citoyen, surtout pour un parlementaire. Sont assujettis à la déclaration de patrimoine les présidents des institutions, les membres du gouvernement, les personnalités et toute personne utilisant dans le cadre de ses fonctions les moyens financiers de l'État. Les présidents d'unités de valorisation de déchets ont été formés à la gouvernance et au leadership. Ces professionnels du recyclage ont reçu des instructions sur les méthodes d'organisation, de fonctionnement et d'animation des coopératives, en plus des techniques de commercialisation. Les précisions de Patrick Samoa dans ce récit d'Ami Sissoko. Recycler les déchets plastiques en vue d'un environnement sain. C'est la mission assignée à ces présidents d'unités de valorisation des déchets, UVD. Au nombre d'une vingtaine, ils sont devenus responsables des UVD à la faveur du programme DDR, désarmement, démobilisation et réintégration. Mais sans formation, difficile de réussir leur nouvelle mission. Les entreprises meurent après 2 ans d'activité. Or, nous ne voulons pas vraiment être dans ce cadre-là. Nous voulons aller au-delà. Les sachets que nous ramassons, c'est à fabriquer les seaux, les bâches, les gobelets. L'entreprise a été créée. Il n'y a pas de personne qui est là pour nous montrer les directives à suivre, les procédures à suivre pour que l'entreprise aille de l'avant. Nous ne maîtrisons pas le marketing. Pour pallier ces insuffisances, ces présidents d'unités de valorisation des déchets UVD sont donc formés au management, technique de gestion et au civisme par la GIZ. La matière première qu'ils utilisent pour leur secteur, c'est les déchets de sachets plastiques. Avec ça, faisant suite au décret du gouvernement de Côte d'Ivoire qui a demandé qu'on puisse interdire ces sachets, nous avons pensé que c'était juste de les accompagner par rapport à la contribution qu'ils rendent pour améliorer l'environnement et par rapport aux revenus qu'ils peuvent générer dans ces secteurs pour entretenir leur vie. Nous sommes en situation d'auto-emploi qui peut migrer, progresser et évoluer vers une solution d'emploi durable, d'emploi pérenne et aussi de recrutement de d'autres bénéficiaires. Des actions qui permettront la pérennisation des unités de valorisation des déchets et une bonne gestion de la part des responsables. Le gouvernement ivoirien s'active à freiner la déforestation. Pour y parvenir, la principale alternative reste une agriculture zéro déforestation. Un atelier national pour sensibiliser et informer les parties prenantes sur le concept d'agriculture zéro déforestation s'est ouvert ce lundi. Il s'agit aussi de discuter afin de se mettre d'accord sur certains points spécifique de la note avant sa validation. La rencontre se tient au plateau Herman Yamia. 16 millions d'hectares de forêt dans les années 60, la Côte d'Ivoire n'en compte aujourd'hui qu'à peine 2 millions d'hectares. Cette déforestation due à l'action de l'homme est surtout accentuée par l'agriculture extensive. Le constat interpelle le gouvernement qui propose désormais une agriculture zéro déforestation pour freiner le mal. Avant, nos paysans avaient tendance systématiquement à détruire la forêt avant de mettre leur culture en place. Et des études, des recherches ont montré que ces cultures-là cohabitent parfaitement et même en améliorant les rendements avec les essences forestières. Donc l'idée, c'est de pouvoir concilier agriculture et forêt dans un même espace et améliorer donc les rendements. Selon la directrice de cabinet du ministre de l'Environnement, de la Salubrité urbaine et du Développement durable, le monde paysan est conscient des perturbations des saisons dues à la déforestation. Les paysans confirment sur le terrain qu'ils observent un décalage et une réduction de la durée des saisons des pluies. Cela a favorisé la délocalisation de certaines activités agricoles. À titre d'exemple, nous avons le déplacement de la boucle du cacao du centre-est au sud-ouest de la Côte d'Ivoire. Cet atelier national vise donc à sensibiliser et à informer toutes les parties prenantes sur le concept d'agriculture zéro déforestation et à mener des discussions afin de se mettre d'accord sur certains points spécifiques de ce concept du gouvernement avant sa validation. Et pour faire face aux conséquences du changement climatique, la Côte d'Ivoire et l'ensemble des pays de l'Afrique de l'Ouest ont adopté un projet intitulé « Météorologie et agriculture face au changement climatique Métagri ». 8 ans après la mise en œuvre du projet, une rencontre se tient ici à Abidjan pour faire le bilan. Organisée par la Sodexam, la Société d'exploitation et de développement aéroportuaire aéronautique Météo, l'atelier rassemble des experts qui évaluent les activités menées et leur impact sur les productions agricoles. Justine Seidjike.
Le changement climatique a bouleversé les habitudes culturelles des populations de l'Afrique de l'Ouest, dont 70% sont tributaires de l'agriculture. Pour la maîtrise de l'environnement de la plante dans ce nouveau contexte, en vue de l'amélioration des rendements agricoles, le projet Météorologie et Agriculture face au changement climatique Métagri est né de la volonté des 15 pays de l'Afrique de l'Ouest. Financé par le Royaume d'Espagne et son service météorologique et coordonné par l'intermédiaire de l'Organisation météorologique mondiale, le projet Métagri, initié depuis 8 ans, a consisté entre autres à informer et sensibiliser les paysans afin de mieux gérer les risques climatiques, à les former à la lecture et à la collecte et transmission de données pluviométriques et à doter chaque village ou organisation professionnelle agricole d'un pluviomètre. Mis en œuvre en Côte d'Ivoire depuis mars 2012, le projet Métagri opérationnel a donné des résultats probants. Nous avons, dans le cadre de la mise en œuvre de ce projet au niveau de la Côte d'Ivoire, formé près de 1500 agriculteurs, distribué près de 600 pluviomètres et sillonné 14 régions sur 31. L'impact est autour de environ 25 à 30% d'augmentation de productivité pour les agriculteurs ayant utilisé les informations climatiques et météorologiques pour leur agriculture. Cet atelier de 5 jours qui réunit des experts de l'Afrique de l'Ouest dans la Côte d'Ivoire, ceux de l'Organisation météorologique mondiale et du Royaume d'Espagne vise à évaluer l'impact du projet Métagri OPES sur les activités en milieu rural. Nous sommes ici, l'Organisation météorologique mondiale, dans le cadre de cet atelier, afin d'échanger avec les différents experts présents ainsi que les représentants des différents pays, afin de tracer un canevas ou voir quelles sont les dispositions à prendre afin d'évaluer les acquis du projet, également envisager les perspectives. Le projet Métagri OPES est coordonné en Côte d'Ivoire par la Sodexam à travers sa direction météorologique nationale. La rentrée scolaire dans les collèges de proximité est prévue pour le 1er décembre prochain. Annonce faite ce lundi par le ministère de l'Éducation nationale et de l'enseignement technique. Ces collèges de proximité ont pour objectif de répondre aux défis de l'affectation de milliers de nouveaux collégiens dans la ville. Les principaux acteurs concernés par ce projet sont invités à faire de cette rentrée une réussite. Herman Yamia. La rentrée des collèges de proximité prévue pour le 1er décembre se fera d'abord dans les établissements où tout est construit, où il ne manque juste que les enseignants. C'est le cas des établissements construits dans le cadre du programme d'urgence d'appui à l'éducation de base ainsi que ceux de l'USAID. Quant à la deuxième rentrée qui aura lieu le 4 janvier 2016, elle concerne les 40 collèges du contrat développement des endettements CDD. C'est donc pour impliquer les directeurs centraux et régionaux dans la réussite de ces rentrées que cet atelier a été organisé. Le thème qu'on retient effectivement, c'est les collèges de proximité, mais c'est en réalité tout l'ensemble des nouvelles écoles, des nouveaux établissements d'enseignement secondaire dont nous disposons pour cette rentrée. À certains endroits, il y a eu des petits retards techniques. On avait surtout un assez gros handicap qui était la disponibilité des enseignants pour ces nouveaux collèges. Aujourd'hui, c'est chose faite. Le directeur de cabinet adjoint du ministère de l'Éducation nationale et de l'enseignement technique précise que la prise de fonction des chefs d'établissement, la préparation des emplois du temps des professeurs et des élèves aura lieu du 23 au 24 novembre. Koné Raoul ajoute aussi que la rentrée des personnels administratifs, la répartition des élèves par classe, la mise en place de tous les outils de pilotage, notamment les cahiers de textes et de notes, ainsi que l'inscription des élèves, se feront du 25 au 27 novembre. Ce sont au total 82 collèges de proximité qui seront bientôt ouverts. Ces établissements ont pour objectif de répondre aux défis de l'affectation de milliers de nouveaux collégiens dans les villes. Des pompiers civils sont en formation continue. Formation lancée aujourd'hui au village des technologies de l'information et de la biotechnologie Vitib à Grand-Bassam. Cette activité s'inscrit dans le programme de réforme du secteur de la sécurité RSS. Émeraude Assa, Christelle Menard. Ils sont une trentaine de pompiers civils, dont 3 femmes, à bénéficier de cette formation continue à Grand-Bassam. Déjà en activité,
Ils vont en apprendre davantage sur l'organisation et la mise en œuvre des mesures de prévention des risques civils. On a fait la formation depuis Boaké, nous sommes sortis. Et depuis nous sommes ici, nous continuons toujours de sauver des vies. Et nous avons un niveau, mais nous continuons toujours la formation encore pour être des professionnels demain. La formation continue des pompiers civils s'inscrit dans le cadre d'une réforme politique du processus de désarmement, démobilisation et réintégration DDR. Ce processus a permis d'absorber à travers les services de l'État plusieurs ex-combattants, dont 1500 rattachés à l'Office national de protection civile. Il s'agit de renforcer le maillage de la présence des pompiers à l'échelle nationale, garantissant ainsi à chaque Ivoirien d'être pris en charge et de bénéficier des premiers secours en cas de besoin. Les cours qui vont être dispensés par les encadreurs et formateurs porteront sur la lutte contre les incendies, la prévention et les techniques opérationnelles. Le Programme national des Nations Unies pour le développement appuie l'ONPC depuis le mois de juin dans son ambition de moderniser la protection civile en s'alignant sur des standards internationaux. Ces formations sont très spécialisées. Elles consistent à mettre à niveau des jeunes sapeurs-pompiers, issus notamment du processus DDR, et de pouvoir les préparer à ces différentes prises en charge. Ce sont au total 250 pompiers civils qui bénéficieront de la formation continue dans les villes de Boisflé, Daloa, Odiéné et San Pedro. Affliction et désolation dans la famille Sidimé au quartier Belleville de Boaké. Elle vient de perdre 2 de ses membres dans un incendie. 3 autres luttent contre la mort. À l'origine de ce drame, un court-circuit. Les 3 grands brûlés sont admis au service des grands brûlés du CHU de Cocody. La famille Sidimé demande le soutien de bonne volonté pour sauver les leurs dans des états critiques. Soro Corona, Kwadjo Kwame. 2 morts, 4 grands brûlés, dont 3 en instance d'évacuation au service des grands brûlés du centre hospitalier universitaire de Cocody, et 1 maison et tout son contenu parti en fumée. C'est le triste bilan du sinistre intervenu dans la nuit du vendredi à samedi dernier, aux environs de 1h du matin, au quartier Belleville de Boaké. Ce drame serait dû à un court-circuit d'un brasseur mal branché. Les flammes et la fumée ont englouti la maisonnée aux portes closes. Ce sont les cris de la famille en danger qui ont alerté les voisins. Ces derniers ont dû défoncer la porte pour secourir les Sidibé. La consternation et l'affliction étaient à leur paroxysme dans la famille Sidibé. Mon petit frère qui me suit directement, voulant protéger le reste de ma famille, s'est laissé. Les 2 morts de cette tragédie ont été enterrés ce lundi. Les incendies dus au court-circuit sont légion dans ce quartier. L'année dernière, une famille a échappé à la mort dans les mêmes conditions. Ce soir, on s'intéresse aussi à cet appareil administratif chargé de rendre à la justice un service public pas comme les autres. Ici en Côte d'Ivoire, les populations, surtout rurales, ont une peur noire des instances judiciaires. Certains s'en méfient même, toutes choses qui ne permettent pas à la justice de jouer son rôle de régulation et d'équilibre de la société. Pour essayer de rectifier le tir, le mouvement ivoirien des droits humains MIDH, avec l'appui technique et financier de Tetra Tech et de l'USAID, initie des journées portes ouvertes dans 5 tribunaux du pays. Soro Corona, Léon Bro. Bien que consacrée par la loi fondamentale en ses articles 2 et 20, la justice reste méconnue des Ivoiriens. Seulement 2 sur 10 Ivoiriens connaissent son fonctionnement, nombre d'entre eux l'ignorent et se méfient même de la justice. À la justice, on vient juger les gens pour les mettre en prison. Au temps colonial, dès qu'on voit quelqu'un habillé seulement, militaire, tout ça là, surtout la justice, tout le monde a peur. Même vos enfants, quand il est habillé seulement, on a peur de lui. Cela a beaucoup de conséquences sur la population. Dans les villages, les enfants n'ont pas d'extrait. Et à partir de 90 jours, c'est le jugement supplétif. Et quand on leur dit que ça se passe à la justice, le parent se recoquille sur lui parce qu'il se dit s'il va, on va me mettre en prison. La peur et la méfiance installée entre la justice et les justiciables trouvent également son origine dans l'éloignement des instances judiciaires des populations.
Pour les populations, seules des campagnes de sensibilisation et d'information peuvent briser ce mur de méfiance. Je crois qu'on doit faire une sensibilisation auprès de la population. Un message bien perçu par le mouvement ivoirien des droits humains, en abrégé MIDH, cette organisation de défense, de protection et de promotion des droits de l'homme à l'appui technique et financier de Terratech et de l'USAID pour initier des journées portes ouvertes dans 5 tribunaux du pays. Nous avons constaté en tant que défenseurs des droits de l'homme que les populations, surtout les plus vulnérables, n'ont pas suffisamment accès à la justice. Et donc, nous avons sollicité un autre partenaire. Nous avons mis en place ce projet pour pouvoir aider les populations à, n'est-ce pas, avoir accès à la justice. À Boaké, les fonctions du magistrat de siège, de greffe, des travailleurs sociaux, des huissiers de justice et des notaires ont été expliquées, une démarche appréciée par les leaders d'opinion. Si on peut avoir ces genres de journées comme ça, je pense qu'il y a beaucoup de choses qui se font, ne vont plus se faire. Par exemple, les questions de corruption, les gens qui se font justice pour eux-mêmes. Avec cette journée, la population sera complètement libre de passer à la justice. Au total, cette séance de sensibilisation pour les populations de Boaké, une initiative à renouveler, l'appareil judiciaire demeurera incontournable dans la régulation et l'équilibre de la société. On en vient à la célébration des 30 années de carrière de l'artiste comédien Kouya Nyepa, alias Gui de Fer. Il a donné un spectacle inédit samedi, 2 heures de rire, pour célébrer ses 3 décennies de présence sur scène. Le compte-rendu de Serge Coléa. Qu'est-ce que tu prépares aujourd'hui là? Oh, je fais les Zaklewa. Zaklewa, c'est quoi? Oh, c'est un nouveau plat, c'est une surprise. Au milieu des années 90, Kouya Nyepa, alias Gui de Fer, se révèle au grand public ivoirien à travers l'émission Dimanche Passion sur les antennes de la RTI, animée par un animateur non moins célèbre, Barthélémy Inabo-Zouzoua. À cette époque, le comédien a déjà une dizaine d'années de pratique du théâtre. Avec Dimanche Passion, sa carrière va connaître une ascension. Gui va rentrer dans l'estime de milliers d'amoureux du théâtre populaire et de l'humour à la sauce ivoirienne. Aujourd'hui, cela fait 30 ans que Gui de Fer fait rire aux éclats les Ivoiriens. Le comédien a encore du talent à revendre, comme il l'a démontré avec ses amis du Jelly Théâtre ce samedi 21 novembre au Palais de la Culture de Treichville à l'occasion de l'anniversaire de ses 30 ans de carrière. Le public nous a beaucoup aimé. C'est une occasion pour leur dire merci. Et puis c'est une occasion pour que toute la troupe se retrouve comme avant et jouer ensemble. Est-ce que nous sommes satisfaits des 30 ans que nous avons passés? Je peux dire oui parce que ça nous a créé assez de relations. Ah, mon frère, je suis là, je sais. moi. C'est bien moi aussi. C'est un raison. Tu dis quoi? C'est un raison. Ici là. Pendant ses nombreux sketchs et pièces de théâtre, Gui de Fer tient toujours un fusil jamais chargé. La raison est toute simple, l'homme a un amour pour le métier des armes. Gui de Fer a tenté à 2 reprises le concours de la police avant de rentrer à l'INA, l'Institut national des arts, devenu aujourd'hui l'INSAC. Je suis content pour Gui parce qu'il fait partie des leaders dans ce domaine-là. Et 30 ans après, son humour est toujours resté vivace. Il va falloir essayer de se structurer de plus pour pouvoir vivre véritablement de son art. Je suis un fidèle pour Gui de Fer. Il m'a fait revenir un peu en arrière. J'ai beaucoup ri, je me suis amusé. Le président de l'Assemblée nationale, Guillaume Soro, parrain de ce spectacle anniversaire, était représenté par un de ses vice-présidents, plusieurs autres personnalités du monde politique et culturel, ainsi que la grande famille des artistes sont venus apporter leur soutien à Gui de Fer. Dimanche prochain, les Burkinabés se rendront aux urnes pour élire leur président de la République et leurs députés. Direction Ouagadougou, voir les temps forts de la campagne électorale au Faso. La correspondance de notre envoyé spécial, Alexis Ouedraogo. Campagne pour la présidentielle 2015 au Burkina Faso. Ce dimanche, dans plusieurs quartiers généraux de campagne, l'on sonnait la mobilisation et discutait des projets de société. Dans les rues de la capitale Ouagadougou, les affiches des 14 candidats en lice sont visibles.
2 femmes, 5 indépendants et 7 autres candidats investis par leur parti politique. 2 noms, toutefois en pilon sur rue, Roch-Marc Christian Caboret du MPP, Mouvement du Peuple pour le Progrès, et Zéphirin Diabré de l'UPC, Union pour le Progrès et le Changement. Cette dernière semaine de campagne s'annonce dynamique. Plus de 5 millions de Burkinabés sont attendus aux urnes pour choisir leur président. Il faudra donc les convaincre. Après la période de transition qu'on a connue et puis les périodes troubles qu'on a eues, c'était le moment de programmer ces élections-là. C'est plus que nécessaire actuellement parce qu'on a eu une situation assez difficile et il faut maintenant qu'on ait un président démocratiquement élu. Et c'est le moment. Le président qui est attendu par tous les Burkinabés, c'est celui-là même qui doit être à l'écoute de tous les Burkinabés. Parce que ce qui a été à l'origine du départ de l'ancien président, et je pense que c'est sur ce même élément qu'on va le juger. Ça veut dire l'attente de la jeunesse, l'attente des femmes, des hommes et de tous les travailleurs. Initialement prévu le 11 octobre dernier, ces élections présidentielles qui se tiennent en même temps que les législatives avaient été reportées au 29 novembre prochain en raison du putsch manqué du 16 septembre dernier. Un scrutin dont l'enjeu reste important pour les populations qui y voient le retour à la stabilité. Des chasseurs français ont décollé aujourd'hui du porte-avions Charles de Gaulle pour des missions au-dessus des zones contrôlées par le groupe État islamique en Irak et en Syrie. Le président français a déclaré ce matin qu'il allait intensifier les frappes contre l'organisation terroriste. Les 26 chasseurs embarqués triplent la capacité de frappe française dans la région en s'ajoutant aux 12 appareils stationnés aux Émirats arabes unis et en Jordanie. Les frappes françaises en Syrie s'intensifient. 26 chasseurs bombardiers lancés depuis le porte-avions Charles de Gaulle déployé en Méditerranée orientale ont frappé ce 23 novembre des centres de commandement et de recrutement ainsi que des ressources pétrolières de l'État islamique. 2 objectifs ont été détruits, des frappes à Ramadi et à Mossoul en appui au sol aux forces locales qui étaient en progression contre des troupes de Daesh. Les 26 chasseurs embarqués sur le Charles de Gaulle triplent la capacité des frappes françaises dans la région, en s'ajoutant aux 12 Rafales et Mirage 2000 stationnés aux Émirats arabes unis et en Jordanie. Un engagement accéléré dans des eaux méditerranéennes où la flotte russe est très présente. La collaboration entre états-majors français et russes tient depuis la semaine dernière à des échanges d'informations. Côté aérien, la coordination des opérations passe par le quartier général de la coalition conduite par les États-Unis au Qatar. En dépêchant en Méditerranée orientale le Charles de Gaulle, son navire amiral, premier et seul bâtiment de combat de surface à propulsion nucléaire, la France confirme son état de guerre contre Daesh 10 jours après les attentats de Paris qui ont fait 130 morts. Dans son annonce, ce n'est plus qu'une question d'heures et de jours, selon le général de Villiers, chef d'état-major des armées. François Hollande déclarait dans la matinée que la France intensifierait ses frappes et choisirait des cibles qui feront le plus de dégâts possible à l'armée terroriste. Et c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Excellente soirée sur RTI 1.